Bonjour et bienvenue pour ce numéro hors série du journal des biotech et j'ai le plaisir de retrouver sur le plateau Pascal Prigent, directeur général de GenFit. Bonjour Pascal. Bonjour. Bah oui, on se retrouve juste avant l'été parce que l'actualité de GenFit est particulièrement riche en ce moment. On va commencer par la nouvelle la plus récente, une des plus importantes, Ipsen, qui dévoile début de semaine les résultats d'Elspire. Elspire, je sais pas, essai de phase 3B d'Elafibranor, enfin maintenant il s'appelle Iqirvo dans la cholangite biliaire primitive. Pourquoi ces résultats sont importants selon vous? Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Et puis surtout, ce qui va être important de savoir aussi, c'est qu'est-ce qu'ils apportent par rapport aux données déjà disponibles, Pascal? Alors, c'est des résultats qui sont importants pour nous à deux niveaux. Ouais. Le premier niveau, c'est une évidence, ça fait des données en plus qui viennent renforcer l'efficacité, l'intérêt d'Elafibranor. Alors déjà que Ipsen était sur une trajectoire extrêmement intéressante, très très positive avec Iqirvo, ça va encore venir renforcer, peut-être accélérer cette tendance, donc évidemment très positif. Mais surtout, et peut-être encore plus important, ça va doubler la taille du marché potentiel d'Elafibranor, comme c'est d'ailleurs dit dans le communiqué d'Ipsen. Alors pourquoi ? Il faut comprendre ça. Iqirvo est vendu en deuxième ligne dans la PBC. Oui. Donc pour situer un peu les idées, la PBC aux États-Unis par exemple, à peu près 100 000 patients. Et aujourd'hui, le marché de la seconde ligne, c'est à peu près 30 000 patients. Donc quand on dit seconde ligne, c'est que ce n'est pas le traitement qui est employé en premier, c'est exactement. Ça ? Donc le traitement qui est employé en premier, c'est ce qu'ils appellent UDCA, qui est un produit qui est génériqué, mais qui ne marche pas pour tous les patients qui sont insuffisamment contrôlés avec uniquement du UDCA. Il y en a à peu près 30 000 dont on considère qu'ils sont insuffisamment contrôlés avec le critère actuel. Et le critère actuel, c'est on regarde l'ALP, et on regarde est-ce que ce patient est au-dessus de la limite supérieure normale. D'accord. Et aujourd'hui, la définition, c'est si le patient est au-dessus de 1,66 fois cette limite supérieure, alors on considère qu'il est insuffisamment contrôlé et qu'il faut le mettre en seconde ligne. D'accord. Donc pour et là, il bascule sur Iqirvo. Sur Iqirvo, absolument, ou le produit de Gilead. En fait, ce qu'il faut voir, c'est si on pour donner une idée aux gens, la limite supérieure, souvent, ça va être à peu près 120 unités par litre. Donc si ce patient est au-dessus de 1,66 fois ça, c'est-à-dire 200 unités par litre, il passe en seconde ligne. Et la question qui se pose, c'est, mais le normal, c'est 120. Donc, quid de ces gens qui sont entre 120 et 200 ? D'accord. Et c'est l'étude d'Ipsen qui montre qu'en allant sur cette population, qui est une population un petit peu différente, 85% des patients sont ramenés à la normale. Et évidemment, l'idée, c'est quand même de les ramener à la normale. Le fait d'être un peu au-dessus, c'est quand même au-dessus. Et ce qu'il faut savoir, comme je disais, il y a à peu près 30 000 patients aujourd'hui aux États-Unis avec la définition actuelle de la seconde ligne. Mais ces gens qui sont entre le 120 et le 200... Cette espèce de zone grise, finalement. Cette espèce de zone grise, il y en a plus de 20 000. D'accord. Donc maintenant qu'ils ont démontré que ça avait un intérêt, et un intérêt majeur, puisque 85% sont normalisés, il est évidemment légitime de se dire tous ces patients finalement qui sont au-dessus de l'upper limit of normal, on les passe en seconde ligne et ça va quasiment doubler la taille du marché. Donc pour nous évidemment extrêmement significatif puisqu'il y avait déjà une très belle trajectoire, mais maintenant cette même trajectoire potentiellement accélérée par d'excellents résultats et sur un marché 2 fois plus gros, on voit bien que les perspectives sont complètement différentes. Mais qui décide qu'on peut les basculer du coup de ces patients ? Jusqu'à maintenant c'était les guidelines qui disaient c'est ces patients qui sont on va dire au-dessus de 200, mais maintenant qu'il y a des données qui prouvent que c'est tout à fait intéressant de passer les patients plus tôt, c'est les médecins qui vont décider tout simplement de les basculer. Bon, vous avez une idée de ce que ça pourrait représenter en termes de trajectoire commerciale, forcément ? Alors, on va attendre les résultats d'Ipsen qui seront donnés le 30 juillet. D'accord. Nous, ce qu'on a dit, c'est qu'on est absolument confiant sur le fait que la trajectoire va continuer. Je sais qu'il y avait eu des inquiétudes émises après le Q1 en disant est-ce qu'il y a un ralentissement de cette croissance ? J'avais pu expliquer à l'époque que c'était uniquement lié à des effets de stockage. On a pu constater ensuite que c'était la même chose pour Gilead. Donc moi, je m'attends à d'excellents résultats. Et surtout, pour le reste de l'année, je m'attends à une accélération liée à ces nouveaux résultats qui sont tout nouveaux et qui vont commencer à être intégrés par les médecins. Bon, très clair en tout cas pour ces explications. L'autre
très bonne nouvelle pour GenFit, ça date du début du mois, c'est l'accès à la couverture et au futur remboursement par Medicare aux États-Unis de NashNext. Alors NashNext, c'est quoi? C'est le test diagnostic sanguin non invasif dans la mâche, développé à partir de la technologie propriétaire Nisfor, la vôtre. Il est commercialisé sous licence par LabCorp. C'est un peu long, mais il faut expliquer quand même. On aura un remboursement qui s'élève à $252 par test. Il entrera en vigueur le 10 août prochain. Déjà, on va rappeler ce à quoi sert ce test et surtout, une fois qu'on a dit ça, est-ce que ça peut être une source de revenus additionnelle importante pour GenFit? Oui, alors je peux répondre tout de suite à la question, oui, et ce sera quelque chose d'absolument majeur. D'accord. Et pour nous, c'est quelque chose qui est un game changer, comme disent les Américains. Alors pourquoi? Donc que fait ce test? En fait, ce test, il permet d'identifier les patients qui présentent une mâche dite à risque et donc qui doivent être mis sous traitement. Aujourd'hui, la définition de l'approbation des produits qui ont le produit Madrigal, le produit de Novo, les produits aussi en développement, c'est ce fameux patient dit à risque, donc il y a une mâche à la fois avec un certain niveau de fibrose, mais aussi une activité de la maladie qui fait que ces patients sont plus susceptibles à terme d'avoir des complications type cirrhose, etc. Donc il faut ces patients-là, évidemment, clairement. Il faut les identifier, c'est l'intérêt de tout le monde, des patients bien évidemment, des fabricants de médicaments et bien sûr des payeurs qui veulent s'assurer que les patients à qui on prescrit ces nouveaux médicaments sont bien les bons. Bien sûr. Or, il se trouve que notre technologie est la meilleure pour identifier ces patients. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, il y a 2 consortiums indépendants qui font autorité sur ce domaine-là. L'un s'appelle Litmus, l'autre s'appelle Nimble. Il y en a un aux États-Unis, l'autre en Europe. Et les deux, et c'est publié, donc ça peut être tout à fait vérifié. Les deux se sont livrés à une comparaison de tous les tests qui existent avec toutes les modalités. Oui, parce qu'il y en a d'autres. Il y en a pas mal d'autres, aussi bien des tests sanguins que de l'imagerie. Enfin, il y a beaucoup d'autres options. Et on ressort de manière assez nette dans les 2 publications comme le meilleur test. D'accord. Alors, certes, on est le meilleur test, mais jusqu'à présent, on était aussi parmi les plus chers. Eh oui. Et là, ça change tout, parce que maintenant... Et plus cher, et pas remboursé. Exactement. Et voilà, exactement. Et donc, pour le patient, ça voulait dire mettre plus de $250 de sa poche. Mais maintenant, avec ce remboursement, alors d'abord Medicare et ensuite les payeurs privés, en général, s'alignent sur Medicare dans la foulée. Ça enlève ce frein qui était le frein principal. Et donc, pour nous, très clairement, avec un produit qui est de manière assez unanime considéré comme le meilleur et en plus remboursé, on s'attend à évidemment des résultats commerciaux importants. Et pour serrer un peu les idées, qui devrait se faire diagnostiquer? C'est exactement la question que j'allais vous poser. Que disent les guidelines? Les guidelines disent, si vous avez des enzymes hépatiques un peu élevées et que vous présentez par ailleurs des facteurs de risque. Alors ces facteurs de risque, quels sont-ils? Surpoids, prédiabète ou diabète, ou des éléments du syndrome métabolique, type cholestérol élevé, etc. Bon. On connaît le problème de cette pandémie d'obésité aux États-Unis. Donc, les gens qui répondent à ces 3 critères, c'est-à-dire à la fois du diabète, du prédiabète, un surpoids et syndrome métabolique, et en plus des enzymes hépatiques élevées, c'est presque 100 millions aux États-Unis. Et en théorie, tous ces gens-là devraient se faire diagnostiquer. Donc on voit que le marché est potentiellement colossal. Et si en plus on rajoute le monitoring, parce que évidemment les payeurs, c'est bien beau de diagnostiquer quelqu'un, mais ensuite on le met sur voir comment ça évolue. Bien sûr, ils veulent savoir est-ce que le produit fonctionne, est-ce que le patient s'améliore. Le test pourrait être utilisé pour ça aussi, pour le suivi du traitement. C'est ça, parce qu'en fait ce qui se passe, c'est que ce patient, on rappelle que la mâche est une maladie asymptomatique. Donc, il ne peut pas dire « je me sens mieux c'est ça. Les symptômes disparus, pas forcément mal. C'est ça. Exactement. Et donc, le payeur qui va vouloir s'assurer que le traitement fonctionne, que le patient s'améliore, ou tout au moins qu'il n'empire pas, il va vouloir monitorer. Or, la seule modalité diagnostique qui aujourd'hui a des données de monitoring, c'est la nôtre.
Et c'est pour ça qu'on pense qu'on a devant LabCorp un boulevard. Et en termes de potentiel, alors après, comme on l'a dit, on va donner plus de détails à la rentrée. On fait des travaux en ce moment d'études de marché pour surtout regarder un petit peu la vitesse à laquelle on arrivera au maximum de notre potentiel. Mais pour vous donner une idée, en ordre de grandeur, à terme, on pense que le diagnostic pourrait représenter au moins autant que la fibre Nord pour nous. Donc c'est à ce point-là. Ça, c'est quelque chose que vous aviez pressenti ou vraiment Alors, ça fait longtemps qu'on sait que le marché de la mâche est potentiellement un marché colossal. Tout le monde le dit, les analystes le disent depuis des années. Ça fait aussi longtemps qu'on sait qu'on a un outil diagnostique extrêmement performant. Par contre, il faut reconnaître que ce qu'on ne savait pas, c'est qu'on pourrait avoir ce remboursement et aussi vite et à ce niveau de prix. Ça, c'était une surprise, une excellente surprise, mais c'était une surprise. Et ça ouvre un pan de développement pour nous bien supérieur à ce qu'on avait imaginé dans un premier temps. Alors justement, si on reste sur le test, aujourd'hui le test il est LDT, c'est-à-dire qu'il est développé, réalisé dans un laboratoire donné, ici c'est LabCorp, on en a parlé, mais vous travaillez aussi sur une version IVD, in vitro diagnostic. Pour les investisseurs qui nous regardent, qui disent oh, c'est un petit peu technique tout ça, quelle est la différence et surtout qu'est-ce que ça vous a apporté de plus? Alors, la différence c'est les modalités pour le patient. Et un peu la facilité d'utilisation. Un LDT, qu'est-ce que c'est? Donc, comme on l'a dit, un laboratory developed test fait par LabCorp. Ça veut dire que le patient va voir son médecin. Le médecin dit vous avez des marqueurs un petit peu, des marqueurs qui ne sont pas top. Il faudrait vous faire diagnostiquer. Prise de sang. Et ensuite, cette prise de sang est envoyée à LabCorp, en Caroline du Nord, qui fait le test et qui revient à peu près en 2 jours ouvrés vers le médecin avec un score. Et en fonction de ce score, le médecin sait ce qu'il faut faire. C'est relativement simple, mais c'est quand même un peu plus compliqué. On voit bien qu'il faut envoyer un échantillon sanguin jusqu'en Caroline du Nord. Si le patient est à New York ou à Seattle, ce n'est pas complètement la chose la plus facile. Alors qu'un IVD, en fait, il y a un kit qui est donné à tous les laboratoires d'analyse sanguine qui peuvent exister aux États-Unis. Et le patient, il va faire son test sanguin où il veut, comme il fait d'habitude. Et simplement, au lieu de dire « faites-moi mon test pour diabète, cholestérol et le reste de ce qu'on fait d'habitude sur une analyse de sang », il dit « et en plus, faites-moi donc le test de la NASH ». Ou de la mâche maintenant, puisque c'est la mâche. Oui, tout à fait. Et donc, on voit bien que c'est un peu plus facile et que le marché, du coup, est un peu plus massif. Donc, on considère en général qu'avec un LDT, on peut capturer à peu près la moitié d'un marché pour un test donné. Et évidemment, dès qu'on a l'IVD, c'est tout le marché qui devient accessible. Et c'est pour ça qu'un IVD, votre question était qu'est-ce que ça change? Pour nous, ça pourrait doubler la taille du marché potentiel. Et donc, quand je disais il y a 100 millions de patients potentiellement on aurait accès à tous ces patients, alors qu'on n'aurait accès qu'à une partie avec le LDT. Pardon pour cette question, mais est-ce que c'est mieux margé aussi pour GenFit, un IVD? Alors, en théorie, c'est à peu près pareil, mais en pratique, ça risque pour nous d'être mieux. Pourquoi? Parce qu'on arrive avec un outil, entre guillemets, déjà pratiquement complètement développé. Évidemment, ça a une valeur importante pour les grands acteurs de l'IVD, parce qu'en général, ils commencent pas de zéro, mais presque, alors qu'avec nous, ils ont déjà un produit qui est déjà bien finalisé. Il ne reste plus que la dernière étape à faire. En plus, il y a de nombreuses publications déjà. Il y aura déjà un marché grâce à LabCorp. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'intérêt des grands acteurs de l'IVD. Et d'ailleurs, on annoncera avant la fin de l'année un partenariat majeur avec un de ces grands acteurs. Vous m'avez coupé l'herbe sous le pied sans question. Donc, a priori, ça arrive très bientôt. Et donc, partenariat d'ici la fin de l'année dans ce segment-là. Absolument. Bon. Intéressant pour ce développement, notamment aux États-Unis. Et c'est pas fini, parce qu'on a parlé effectivement donc de la CVP, on a parlé du test. L'autre axe de développement, c'était en juin, décidément un mois très riche, des résultats préliminaires. Alors là, on est un petit peu plus tôt, phase 1B, avec le candidat médicament GNS 561 dans le cholangiocarcinome, cancer du foie, si je le présente un petit peu différemment. Là aussi, qu'est-ce que nous apprennent ces premières données et
dans quelle mesure ce programme pourrait être un axe de création de valeur supplémentaire, lui aussi, pour GenFit? Alors, on n'est évidemment pas sur les mêmes probabilités de succès. Les deux premiers axes dont on a plus parlé, early stage, voilà. C'est ça, les deux Disons-le. premiers axes dont on a parlé sont, à mon sens, très très largement dérisqués. Là, on est early stage, donc il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer, mais le potentiel est évidemment colossal. D'abord, premièrement, pour les patients, on est en train de parler d'un cancer qui est extrêmement agressif, très difficile à traiter, puisqu'on est sur le cholangiocarcinome, mais en plus, KRAS muté, et on se positionne en fin de course. Hein, donc dans cette étude, c'est des gens qui ont déjà raté les 2 premières lignes de traitement. Et on a des données préliminaires qui sont extrêmement encourageantes. On l'avait dit dans un premier temps parce qu'on avait, dès la première cohorte, vu un signal. Alors à l'époque, on avait très peu de patients, mais ça nous semblait suffisamment intéressant pour déjà l'avoir communiqué. Là, récemment, on a maintenant plus de patients et ce signal se confirme, voire s'amplifie. D'accord. À tel point qu'on a décidé de rajouter des cohortes dans la phase 1B par rapport à ce qui était prévu initialement. Pourquoi ? Parce qu'on pense qu'on peut augmenter encore un peu la dose. On n'a pas atteint le seuil limite en termes de toxicité. Okay. Et comme on voit ce signal d'efficacité qui se conforte, on a envie de voir l'idée d'aller voir ce que ça peut à plus forte dose. Mais d'ores et déjà, on sait qu'on a des résultats qui supportent largement le fait de passer en phase 2. Oui. Et donc moi, je suis extrêmement excité par cette perspective, parce que ce qu'on a dit à de multiples reprises à propos de GNS 561, c'est que si jamais ça marche dans le cholangiocarcinome en association avec ce MEK inhibiteur, il faut voir cette étude comme une preuve un peu de concept, c'est-à-dire est-ce que oui ou non, bloquer l'autophagie on l'avait évoqué. Exactement. Peut-être un mécanisme qui fonctionne. Marcher, voilà. Et si ça marche, il n'y a aucune raison de penser qu'il faudra se limiter à cette tumeur. Ça ne marche pas ailleurs. Et ça marchera bien sûr ailleurs. Et également avec d'autres modalités thérapeutiques, donc pas forcément des MEK inhibiteurs, ça peut être peut-être des checkpoint inhibiteurs, peut-être des KRAS inhibiteurs, et donc il y a tout un pan qui s'ouvre, et d'une certaine manière une approche différente du traitement du cancer, faisant rentrer l'inhibition de l'autophagie dans cette prise en charge du cancer. Donc le potentiel, encore une fois, si ça marche, est colossal. Bon, phase 2, lancement d'ici la fin de l'année, c'est ça? Pour des premiers résultats? Des premiers résultats intérimaires dès l'année prochaine. Dès l'année prochaine. Donc, avant la fin de l'année, on aura d'abord des résultats supplémentaires de cette phase 1. Et ensuite, dès l'année prochaine, des résultats intérimaires de phase 2. Bon. C'est le moment d'un petit bilan. Quand on regarde aujourd'hui GenFit, bah oui, parce que c'est intéressant quand même. On voit là, on a des royalties qui sont liées à Iqirvo, avec peut-être effectivement un marché qui va augmenter. On a une activité diagnostique qui prend forme, plusieurs programmes de R&D. Quelle est, selon vous, Pascal, l'activité qui est encore la plus sous-estimée par le marché, par les investisseurs? Alors, j'ai envie de dire, sans doute, ce qui est le mieux compris et valorisé aujourd'hui, c'est la Fibranor. C'est plus mature. C'est ça, c'est plus mature. Ouais. Mais j'ai envie de dire, même la Fibranor, on voit qu'il y a des nouvelles données qui viennent d'arriver, et je le répète, qui vont complètement changer la donne. On n'a même pas parlé de la PSC, mais la PSC potentiellement peut doubler. On explique la PSC. Le potentiel. On explique la PSC. Alors la PSC, c'est tout simplement une autre indication dans laquelle Ipsen fait une phase 3. C'est la seule phase 3 en cours pour une approbation possible aux États-Unis. Et Ipsen a déjà communiqué que si ça marche, ce marché de la PSC est équivalent au marché de la PBC. Donc ça veut dire que les ventes pourraient doubler, voire même plus, puisque sur le marché de la PSC, il serait tout seul. Oui, donc on n'a peut-être pas encore tout vu sur la Fibranor. Exactement. Donc moi, ce que je pense, c'est que notre cours actuel, qui certes a bien progressé, mais aujourd'hui, il peut être expliqué quasiment exclusivement par la Fibranor dans la PBC. Et d'ailleurs, beaucoup d'analystes qui nous mettent à peu près au niveau où on est aujourd'hui disent eux-mêmes que dans leur modèle, il n'y a pour l'instant que la Fibranor dans la PBC. Oui. Donc déjà, rien qu'avec la PSC... On a vu quand même que certains modèles ont retourné en prenant en compte le diagnostic. Oui, récemment, il y a des notes qui sont sorties. On a vu ça, effectivement, mais je pense qu'on va en voir beaucoup plus à la rentrée, une fois qu'on aura donné plus de guidelines. Donc ensuite, il y a le diagnostic. On a vu qu'en termes de potentiel, en ordre de grandeur, ça peut être autant qu'à la Fibranor. Et ensuite, on a parlé du GNS 561. Alors encore une fois, des probabilités de succès
qui reste... On rappelle, c'est de la phase 1, c'est de la phase 1B, on est très prudent. Mais si on pense en termes de potentiel, ça peut être plus que tous les autres réunis, si tout fonctionne. Et on n'a même pas encore parlé de la CLF, on en reparlera plus tard. Ça fait trop de oui, c'est ça. Mais dans la CLF, alors ça se voit moins parce que c'était des travaux précliniques, mais on a fait beaucoup de progrès en préclinique. On a maintenant beaucoup plus de certitude qu'on pouvait en avoir avant. Et on fera des annonces sur un revamping un peu de notre portefeuille dans la CLF à la rentrée. Donc beaucoup d'actualités pour GenFit dans les mois qui viennent. Beaucoup d'actualités. On s'est parlé, Pascal, au moment où le titre valait 3 €. On est désormais à 13 €, progression de 300% d'un an de GenFit qui capitalise, allez, grosso modo, autour de 670 millions d'euros. Un horizon financier qui se monte à la fin de l'année 2028. Je ne vais pas vous faire vous répéter, mais là, en gros, qu'est-ce qu'il faut pour que le cours continue à progresser? Peut-être justement que la stratégie continue à délirer, peut-être aussi, qui sait, par des acquisitions qui viendraient encore enrichir le portefeuille de GenFit? Moi, je pense qu'on a aujourd'hui tous les éléments. On est évidemment content de la trajectoire qu'on a eue récemment, mais j'ai envie de dire, pour moi, c'était un rattrapage qui était attendu, et puis depuis un moment. Mais les perspectives, comme on l'a dit, sont super. Et la Fibranor, dès le 30 juillet, c'est demain, on aura les ventes d'Ipsen au Q2. On verra ce que ça donne, mais à mon sens, on aura une confirmation de la tendance. On aura plus tard les résultats de la PSC, le diagnostic, on aura les annonces de partenariat, on aura les premières ventes, on verra ce marché de la NASH s'il est ce qu'on espère tous. Il laisse présumer, ouais, c'est ça. Et puis ce formidable espoir dans le cancer d'une part, et puis dans la CLF. Et tout ça, finalement, et c'est ça, je pense, qui est intéressant aussi pour nos actionnaires, c'est que ça va venir finalement assez vite. Oui, on ne parle pas d'échéance à 3-4 ans. Voilà, on parle des mois qui viennent. Sur les résultats supplémentaires de phase 1, c'est avant la fin de l'année. Les partenariats de diagnostic, c'est avant la fin de l'année. Les résultats, que ce soit de phase 2, que ce soit dans la CLF ou que ce soit dans le cancer, on aura les premiers résultats dès l'année prochaine. Donc tout ça va venir assez vite, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est très confiant. Et voilà, très confiant. Et puis j'espère que vous reviendrez sur le plateau commenter toutes ces bonnes nouvelles pour le second semestre début de l'année 2027. Merci beaucoup, Pascal. Merci. Voilà, c'est fini pour ce journal des biotech, mais on se retrouve très bientôt, enfin après les vacances, pour un nouveau numéro.